Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là aujourd'hui pour assister à ce webinaire qui a donc pour thématique tabac et maladies chroniques et qui sera présenté par Justine Dubu, infirmière en pratique avancée en oncologie et tabacologue, qui exerce au service d'oncologie multidisciplinaire et innovation thérapeutique à l'hôpital Nord à Marseille. Ce webinaire est organisé par le CRES, donc Comité régional d'éducation pour la santé, et fait partie d'une série de plusieurs webinaires qui sont financés par Santé publique France et par l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre de la campagne nationale Moi sans tabac 2022 qui s'est terminée. Je me présente, donc je suis Ania Nogues, chargée de projet au Comité régional d'éducation pour la santé, en charge du déploiement de la campagne Moi sans tabac en région, donc en lien avec l'ARS PACA. Et à mes côtés, donc pour animer ce webinaire, ma collègue Audrey Priem, que je laisse se présenter. Bonjour, Audrey Priem, chargée de projet au CRES également, et je travaille en binôme sur le Moi sans tabac et le Pass Santé Jeune avec Ania Nogues. Voilà. Alors, juste quelques petits mots sur le CRES pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, nous sommes un centre ressources généraliste en éducation pour la santé et en santé publique. Nos actions s'adressent principalement aux professionnels du sanitaire, du social et du médico-social de la région, ainsi qu'aux élus. Donc, nos activités et missions sont diverses. Donc, on propose des formations, du conseil en méthodologie et de l'évaluation. On propose également des prestations documentaires, de la communication. On gère des bases de données, notamment la base de données OSCAR, dont certains d'entre vous connaissent pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser et d'enregistrer leurs actions dans le cadre de Moi sans tabac. On travaille également sur de la création d'outils pédagogiques et on assure donc la coordination de différents programmes thématiques, dont la campagne Moi sans tabac, en tant qu'ambassadeur pour la région PACA. Donc notre mission est de relayer cette campagne d'ampleur nationale au niveau régional et de mobiliser et d'accompagner les différents acteurs que vous êtes afin de déployer des actions sur le terrain et d'être donc au plus près des publics. Donc le Mois sans tabac en région, c'est chaque année plusieurs acteurs mobilisés, 276 pour l'année dernière, ce qui a conduit à la mise en place d'environ 450 actions. Et au niveau national, cette année, donc pour la campagne 2022, Moi sans tabac a enregistré 159 933 inscrits contre 112 933 l'année dernière. Donc, ce qui fait quand même plus, je crois, de 40% en plus de personnes qui se sont enregistrées cette année. Et également, sur la région PACA, nous notons plus de 4000 personnes supplémentaires cette année qui se sont enregistrées sur l'application Tabac Info Service. Alors, nous travaillons en partenariat avec Arca Sud, Association régionale de coordination en addictologie, territoire des Bouches-du-Rhône, qui élabore et met à disposition une sélection bibliographique pour chacun de nos webinaires et pour nos différentes réunions sur le Mois sans tabac, donc bibliographie que vous avez reçue par mail. Donc Arca Sud est un dispositif de coordination de parcours de santé et d'appui à la pratique professionnelle dans le champ des conduites addictives dans les Bouches-du-Rhône. Donc, il s'adresse aussi bien aux professionnels de santé qu'aux personnes qui présentent un usage ou une consommation ou un comportement addictif, également à leur entourage. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site pour avoir plus d'informations. Donc pour ce webinaire, vous avez été nombreux à vous inscrire. Alors le profil est principalement un profil d'infirmier, infirmiers en santé au travail, dans les services de santé étudiants, également des médecins, mais aussi psychologues, diététiciens, et puis aussi chargés de prévention en santé publique. Bonjour à tous, donc vous m'avez très bien présenté, c'est gentil, et encore un grand merci pour l'invitation. Je suis effectivement infirmière en pratique avancée en oncologie thoracique au sein du service du professeur Grelier sur l'hôpital Nord au sein de la PHM du coup, depuis 2 ans, et je suis aussi par ailleurs tabacologue. Donc aujourd'hui, on va discuter ensemble de tabac et maladies chroniques. Donc tout d'abord, on va faire un petit peu le point sur quelques notions d'épidémiologie et quelques définitions, puis nous nous intéresserons sur les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, principalement le diabète, les maladies respiratoires, faire un point sur tabac et cancer, et puis une petite conclusion. Je n'aborderai pas ici les maladies psychiatriques puisqu'un webinaire
spécialement dédié à ce sujet aura lieu le 7 février. Alors, les maladies chroniques, qu'est-ce que c'est? Donc, d'après l'OMS, une maladie chronique, c'est une pathologie qui nécessite une prise en charge pendant plusieurs années, donc supérieure à 3 mois, qui est souvent associée à une invalidité, à la menace de complications graves. Cette définition, en fait, elle va regrouper à la fois des maladies non transmissibles, à savoir le diabète, le cancer, l'asthme, des choses comme ça, ainsi que des maladies transmissibles, à savoir le VIH ou des hépatites. Nous, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux maladies chroniques non transmissibles. Alors, dans le monde, qu'est-ce que ça représente? C'est quand même 74% des décès. Les maladies cardiovasculaires en tête, suivi des cancers, des maladies respiratoires chroniques et du diabète. Dans ces chiffres-là sont inclus aussi les décès par insuffisance rénale liée au diabète. En France, ces chiffres sont un petit peu différents. Nous sommes un pays développé et les décès par cancer sont supérieurs aux décès par maladie cardiovasculaire. En France, ça concerne tout de même 15 millions de personnes. Les facteurs de risque principaux connus sont l'âge, le tabac, ça intéresse aujourd'hui, l'alcool, la sédentarité, mais aussi une mauvaise alimentation. Et en fait, ce qui se passe, et comme on voit bien sur cette courbe-ci, c'est que finalement, l'âge de la population a tendance à augmenter, ce qui va être encore le cas sur les prochaines années, l'espérance de vie augmentant aussi avec les progrès de la médecine, etc. De ce fait, les maladies chroniques vont probablement aussi augmenter, enfin le nombre. Concernant le tabagisme, ce sont les dernières données publiées par Santé publique France de cette année. Il s'avère que le nombre de fumeurs en France est quand même estimé à 15 millions de personnes. Et c'est la première cause de mortalité qui est évitable en France. Ça représente quand même 13% des décès. Et ce qui est assez nouveau en fait cette année, c'est que finalement, on se rend compte que la prévalence du tabagisme, donc le nombre de nouveaux cas par an, augmente. Le nombre de fumeurs par an augmente, et c'est la première fois depuis 2019, avec une augmentation quand même de 30%. Et il s'avère qu'il y a 2 régions principales où cette prévalence est importante et augmentée, et entre autres notre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il s'avère que ça concerne surtout les femmes, et particulièrement aussi les personnes qui n'ont aucun diplôme, ou un diplôme en tout cas inférieur au baccalauréat. Donc on peut supposer qu'il existe un impact du Covid. Nous allons nous intéresser maintenant un petit peu sur la relation entre tabac et maladies cardiovasculaires. Alors, les maladies cardiovasculaires, comme on l'a dit précédemment, en France, c'est la 2e cause de décès. Qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de troubles qui affectent le cœur et les vaisseaux sanguins. Ça regroupe différentes pathologies, les cardiopathies coronariennes, donc ce sont les vaisseaux sanguins qui vont alimenter le muscle cardiaque, les maladies cérébrovasculaires, donc ça s'intéresse aux vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau, les artériopathies périphériques, donc ça concerne les vaisseaux qui alimentent les bras et les jambes, et autres, entre autres les troubles du rythme que nous allons aborder un petit peu tout à l'heure. Le facteur de risque principal de ces maladies cardiovasculaires, c'est le tabagisme. On trouve aussi l'alcool, l'hypertension, le diabète, le cholestérol et la sédentarité. Il s'avère que le lien entre tabac et maladies cardiovasculaires, il est quand même connu depuis de nombreuses années, comme l'atteste la date de ce journal-ci, 1900. Qu'est-ce que le tabac va provoquer en fait sur notre système cardiovasculaire? En fait, ça va provoquer une inflammation, une vasoconstriction qui est le rétrécissement du diamètre des vaisseaux sanguins, une formation de caillots et une diminution de l'apport en oxygène. Plus précisément, en fait, le tabac va directement impacter les artères coronaires qui alimentent donc le muscle cardiaque, et va contribuer à l'accumulation de dépôts lipidiques sous forme de plaques sur tout ce qui est la paroi des artères, et c'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. Ensuite, il va y avoir aussi un impact sur le dysfonctionnement endothélial qui va favoriser une adhésion plaquettaire et former un caillot, ce qu'on appelle une thrombose. Le tabagisme entraîne aussi une hypercoagulité du sang, donc il est beaucoup plus visqueux, ce qui peut faire des thromboses aiguës, et cela peut être à risque de faire une embolie pulmonaire ou un AVC.
Ensuite, le tabac va aussi réduire les apports vitaux en nutriments et en oxygène aux muscles cardiaques et entraîner de graves conséquences comme la mort subite. Le risque est augmenté par 3 chez les patients fumeurs. La nicotine, par ailleurs, va aussi stimuler le système nerveux sympathique, augmenter les besoins en oxygène du myocarde et va causer des angines de poitrine. Et la nicotine va provoquer en fait des troubles du rythme et va être la conséquence possible de fibrillation auriculaire. Ce schéma va résumer en fait un petit peu ce que je viens de vous expliquer, avec vraiment notre cigarette qui va produire par son monoxyde de carbone ou par sa nicotine, va avoir un impact sur le muscle cardiaque en lui-même, sur son activité électrique et va du coup provoquer, comme on voit ici, des thromboses, une inflammation, une dysfonction endothéliale et une anomalie physique qui va provoquer du coup des plaques d'athérosclérose. Il s'avère aussi, donc ça c'était valable pour le tabagisme actif, mais que le tabagisme passif va augmenter aussi le risque coronarien de 25 à 30%, comme on peut le voir sur. Concernant la fibrillation auriculaire, qui je vous ai dit du coup était un trouble du rythme, donc en fait il va s'avérer que la cigarette va, enfin la nicotine va provoquer une dysfonction un trouble électrique, en fait, le cœur va battre de manière irrégulière, ce qui va provoquer une stase veineuse dans les ventricules et qui va du coup être pourvoyeur de caillots avec un risque augmenté de 5 fois d'AVC pour cette population de fumeurs. Ça concerne quand même un Européen sur 4 et les estimations disent que normalement en 2030, ça devrait concerner 17 millions d'Européens. Le risque de décès est du coup doublé chez les femmes par rapport à la population normale et d'une fois et demie augmenté chez les hommes. Il y a une cohorte coréenne en fait qui a suivi plus de 500 000 patients et ils ont comparé en fait de voir les anciens fumeurs, les nouveaux fumeurs et ceux qui continuent à fumer malgré un épisode d'AVC. Et il s'avère que les personnes qui avaient arrêté de fumer diminuaient de 30% le risque d'AVC et que les nouveaux fumeurs ça représentait un risque élevé quand même de 84% de faire un AVC. Et ceux qui continuent à fumer, le risque est aussi augmenté de 66%. Concernant l'altération oblitérante des membres inférieurs, il s'avère que là, c'est une cohorte de femmes américaines, donc ça représente quand même près de 40 000 personnes qui ont été suivies pendant près de 12 ans, où on se rend compte aussi qu'avec la consommation de tabac, il y avait une augmentation de l'incidence, donc le nombre de nouveaux cas d'altération des membres inférieurs chez cette population-là. Les effets du tabac, en fait, le risque va augmenter avec la durée d'exposition et le nombre de produits fumés consommés. C'est une relation qui est non linéaire et en fait, le risque est important dès la première cigarette par jour. Cela pour plusieurs raisons. On n'est déjà pas tous égaux on n'a pas tous le même métabolisme par rapport à la cigarette. On ne va pas tous tirer aussi de la même manière sur la cigarette. Et du coup, cela engendre vraiment un risque dès une cigarette par jour. Du coup, quels sont les intérêts à l'arrêt du tabac? Alors déjà, il y a une diminution des risques de maladies cardiovasculaires et d'AVC, et il y a aussi une diminution des hospitalisations et donc du coup au niveau de la santé. Chez les patients qui sont coronariens, l'arrêt du tabac va réduire de 50% son risque d'événement cardiaque. Ça représente 5 ans d'expérience de vie et ça représente aussi finalement le même bénéfice que 3 médicaments préventifs combinés chez les fumeurs ou ayant déjà subi une crise cardiaque ou la pose d'un stent, donc ce qui est quand même pas négligeable. Et il s'avère aussi qu'il n'y a plus de différence avec le risque de la population générale de non-fumeurs après 10 à 15 ans d'arrêt. Et cela a été vérifié pour les infarctus du myocarde, les AVC, l'insuffisance cardiaque et la mort générale par crise cardiovasculaire. Par ailleurs, on peut aussi noter quand même l'efficacité des mesures législatives, à savoir le paquet neutre, etc., et de la politique de santé publique avec la diminution de 17% des infarctus du myocarde qui ont été hospitalisés.
Et ensuite, on retrouve aussi une efficacité des recommandations de prévention cardiovasculaire quand elles sont appliquées. Voilà pour les maladies cardiovasculaires. Nous allons nous intéresser maintenant au tabac et maladies métaboliques. Concernant les maladies métaboliques, nous allons parler du diabète. Donc, le diabète, pour rappel, c'est une maladie chronique qui est caractérisée par la présence d'un excès de glucose dans le sang, ce qu'on appelle une hyperglycémie. Il y a plusieurs étiologies connues, génétiques, environnementales. Il existe du diabète qu'on dit insulinodépendant, qui est plutôt d'origine génétique, qu'on peut aussi appeler diabète de type 1, ou un diabète non insulinodépendant, diabète de type 2. On retrouve aussi du diabète gestationnel, etc. Ici, nous allons nous intéresser particulièrement en fait au diabète de type 2, qui est le plus fréquent dans la population adulte, puisque ça concerne 92% de la population adulte. Ça apparaît plutôt après 40 ans. Les facteurs de risque connus sont plutôt des mauvaises habitudes hygiéno-diététiques, une sédentarité. C'est une maladie qui est associée au surpoids et à l'obésité. Et en fait, la nicotine sur notre métabolisme va avoir plusieurs impacts. Alors déjà, il faut savoir qu'une cigarette va correspondre à peu près à une dépense de 10 calories. On va augmenter aussi notre métabolisme de base de 10% à peu près, et on va augmenter nos dépenses énergétiques postprandiales, donc après les repas, de 35%. Quand on pratique une activité physique, on va même aussi augmenter nos dépenses énergétiques d'environ 10%. La nicotine, du coup, va avoir un impact sur nos différents métabolismes. Sur le métabolisme glucidique, il va y avoir en fait vraiment un effet coup de frein dû à une diminution de la sécrétion d'insuline, qui va engendrer aussi un retard de déclenchement du repas suivant. Concernant les protéines, on va avoir vraiment une appétence prononcée sur ces protéines et du coup, on va plus les stocker et développer plus de masse maigre. Concernant les lipides, on va vraiment avoir aussi une mobilisation en fait des réserves adipeuses et une action de lipolyse. On va diminuer du coup le stockage aussi de ces lipides. Et concernant les minéraux et les vitamines, en fait, la nicotine va accélérer le transit intestinal, qui va engendrer une malabsorption, et les patients, les fumeurs, vont présenter des carences en vitamine C, en vitamine D et en calcium, qui va engendrer des problèmes d'accélération de perte osseuse avec des patients à risque d'ostéoporose ou de fracture osseuse. Et concernant ces deux maladies métaboliques chroniques, ça va en fait aggraver la maladie de Crohn. Et concernant la rectocolite hémorragique, il va y avoir plutôt un rôle protecteur du tabac. Donc, les effets de la nicotine vont avoir des conséquences assez immédiates, c'est-à-dire que le fumeur va diminuer la taille de ses repas, les alimentations alimentaires vont être un petit peu délétères, on va avoir une appétence aussi du coup pour les lipides saturés, on va diminuer au contraire les lipides polyinsaturés, on va augmenter notre consommation d'alcool, on va avoir moins de fibres, de vitamine C, de vitamine E, par manque par anomie, en fait, on va avoir une augmentation aussi de la consommation de sel. Et il s'avère aussi que la caféine va être catabolisée de manière plus rapide et du coup, ça va augmenter la consommation de caféine qui est souvent corrélée en fait avec les patients fumeurs. Souvent, les patients nous rapportent qu'ils ont besoin aussi de leur cigarette, que ce soit pour aller aux toilettes ou pour avec les fameux 3C, comme on dit, ou derrière vont augmenter leur consommation de tabac, associer le tabac avec le café. Et pour en revenir un petit peu au diabète que je vous présentais au début de cette partie sur les maladies métaboliques, en fait, il s'avère que le risque de diabète va être augmenté de 20 à 60% selon l'intensité du tabagisme. Et pour ça, il y a plusieurs mécanismes physiopathologiques qui ont été observés. Ça passe par l'augmentation de la graisse abdominale, une insulino-résistance qui va être favorisée directement par la nicotine et une diminution de l'insulino-sécrétion sous l'effet de la nicotine. Donc ça, c'est un petit schéma en fait qui résume un petit peu tout ce que je vous ai raconté juste avant et toutes les actions que le tabagisme va avoir sur notre métabolisme. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe quand on arrête de fumer?
En fait, du coup, comme on l'a vu précédemment, vu que le fait de fumer consomme de l'énergie, le fumeur, finalement, va avoir un poids inférieur à son poids normal, au poids d'un non-fumeur. Donc, la prise de poids à l'arrêt du tabac est quelque chose de physiologique et normalement, c'est plutôt entre 3 et 5 kilos. Toutefois, il y a quand même 14% des femmes et 10% des hommes qui vont prendre jusqu'à 13 kilos. Alors ça peut être aussi un petit peu le signe de craving, hein, cette sensation impétueuse de devoir consommer. Et du coup, ça peut être le signe d'un mauvais sevrage tabagique. Et cette prise de poids, elle va être plus importante chez les personnes de race noire, chez les sujets qui font des efforts en fait pour rester minces, hein, des personnes qui sont sujettes à faire des régimes alimentaires, des choses comme ça. C'est en lien avec la consommation de cigarettes. La prise de poids, en fait, c'est quelque chose qui va être rapide. Ça va agir plutôt, enfin, ça va se présenter plutôt en 3 mois. Ça va être maximal dans les 2 ans, suivant l'arrêt. Et puis finalement, ça va s'atténuer et à revenir à un poids à peu près un peu plus normal, en tout cas pour la personne. Et il y a aussi une composante génétique. Du coup, au moment de l'arrêt du tabac, il y a un risque d'hypoglycémie par cette augmentation de la sécrétion d'insuline. Les patients qui vont arrêter de fumer vont avoir plus d'appétence pour le sucre. Donc la prise de poids, on en vient d'en parler, mais du coup, il faut bien avoir en tête que ça peut être un frein à l'arrêt, surtout chez la population féminine. Et au moment de l'arrêt, il peut y avoir une légère augmentation du risque de diabète de type 2, à peu près 22%, avec un pic à 5-7 ans. Et puis pareil, ça va diminuer de manière assez progressive. Mais par contre, ce qui est très important à retenir et ce qu'il faut bien présenter aussi aux patients, c'est que finalement, on est plus gros, mais par rapport aux fumeurs, de manière générale, finalement, il y a moins de décès. Ça, c'est la courbe un petit peu, c'était pour vous illustrer un petit peu ce que je venais de vous dire, c'est-à-dire que comme on voit bien là, le poids va augmenter, c'est un peu une cloche inversée, et puis ça va se diminuer, s'atténuer pour revenir à des poids, en tout cas, plus adaptés à la personne. Donc, le sevrage tabagique, on est plus gros, mais on est en meilleure santé. Ça, c'était pour les maladies métaboliques. Nous allons passer maintenant aux maladies respiratoires. Alors, les maladies respiratoires, ça concerne 1 milliard de personnes dans le monde. Et 4 millions de personnes vont en mourir de manière prématurée. En France, cela touche à peu près 10 millions de Français. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement à la BPCO, donc la bronchopneumopathie chronique obstructive, l'asthme et la fibrose pulmonaire. Alors, la BPCO, c'est une maladie chronique qui est fréquente. En France, ça représente quand même entre 5 et 10% de la population des plus de 45 ans. C'est 2,5 à 3,5 personnes, 2 millions de personnes. Et la BPCO dans le monde est plutôt en augmentation et devrait être la 3e ou 4e cause de mortalité d'ici 2000. La BPCO, comment est-ce qu'on la diagnostique? En fait, c'est une association de signes cliniques, à savoir la toux, l'expectoration, la dyspnée d'exercice, les infections basses respiratoires répétées ou traînantes. Et en fait, grâce aux EFR, donc aux explorations fonctionnelles respiratoires, là, le patient va venir souffler dans cette machine pour enregistrer différentes mesures. On retrouve un trouble ventilatoire obstructif qui n'est pas complètement réversible et cela nous permet de poser le diagnostic de BPC. Et il s'avère que le facteur de risque principal pour cette pathologie, c'est le tabac, pour plus de 80% des patients atteints de BPC. En fait, qu'est-ce qui se passe? Physiologiquement, les poumons, à partir de l'âge de 18 ans, vont vieillir. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on voit sur cette courbe aussi, c'est-à-dire que même chez les personnes qui ne fument pas, on a une dégradation de la fonction respiratoire, du volume expiratoire moyen par semaine. Et ce qui se passe, c'est que le tabac va précipiter cette dégradation. On voit sur cette courbe-ci, et dégrade du coup le VEM. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que finalement, le facteur de risque principal, c'est finalement la durée de tabagisme qui va être supérieure à la quantité de tabac pour développer cette BPCO.
Par ailleurs, le tabac et la BPCO va engendrer la présence d'emphysème. L'emphysème, c'est vraiment une destruction du parenchyme pulmonaire et c'est un facteur de risque de mortalité de maladies respiratoires. On peut même aller jusqu'à la greffe. Ensuite, l'exposition au tabagisme dans l'enfance, ça va être aussi un facteur de risque de BPCO à l'âge adulte. Et du coup, en fait, finalement, le premier des traitements, c'est l'arrêt du tabac. Ensuite, il y a d'autres mesures qui peuvent être mises en place, des bronchodilatateurs, de la réhabilitation respiratoire, etc., ou même de la chirurgie. Et vraiment, ce qui fonctionne le mieux, c'est l'arrêt du tabac. Concernant l'asthme, ce qu'il faut savoir, c'est que la prévalence de l'asthme augmente depuis les années 60. Ça concerne à peu près 6% des adultes. Par contre, la mortalité tend à diminuer et concerne à peu près 1000 décès par an. L'asthme, qu'est-ce que c'est? Finalement, comme pour la BPCO, il va y avoir des signes cliniques de dyspnée, donc cette sensation subjective d'essoufflement, des sifflements, une oppression thoracique et ou de la toux. Et pareil, à la spirométrie, aux EFR, on va avoir une obstruction des voies aériennes d'importance variable. Et ça va provoquer, donc on va pouvoir poser le diagnostic d'asthme, qui, elle, va être une maladie plutôt inflammatoire. Donc on voit que là, la nicotine va avoir deux actions différentes, puisque sur la BPCO, finalement, la nicotine va avoir un impact un peu comme lors de la mucoviscidose sur une protéine, qui va provoquer ces expectorations qui sont en tout cas importantes, tandis que là, c'est un autre mécanisme, c'est vraiment une maladie qui est inflammatoire. Et dans l'asthme, on sait que le tabac est un facteur vraiment de mauvais contrôle de l'asthme, et en plus de ça, on risque une mauvaise réponse au traitement corticoïde inhalé. Par ailleurs, on sait que l'exposition prénatale au tabac va être un facteur de risque, futur d'asthme chez l'enfant. On voit bien la différence entre les patients qui ont été exposés avec un risque qui est plus élevé, qui est presque à 30%, et ceux qui ne l'ont pas été. Après, je vais vous dire 2 mots sur la fibrose pulmonaire. Alors, la fibrose pulmonaire, c'est encore un autre mécanisme. Là, c'est une cicatrisation anormale en fait du poumon. Alors, l'étiologie en général, dans plus de 50% est inconnue. Donc là, le diagnostic va plutôt reposer sur un bon interrogatoire et un scanner qui peut nous aider un petit peu dans notre diagnostic. Alors, je vous ai mis un petit peu les causes de la fibrose pulmonaire. Et sur la fibrose pulmonaire, le tabac va être aussi un facteur de risque de l'apparition de ces maladies. On va en voir certaines simplement, presque exclusivement en tout cas chez les fumeurs. Et on sait aussi que le tabac va augmenter la mortalité de ces patients atteints de pneumopathie interstitielle diffuse. Donc voilà un petit peu sur le tabac et les maladies respiratoires. On va maintenant s'intéresser au tabac et cancer. Alors, quelques données d'épidémiologie. Donc ça, ce sont les derniers chiffres de l'INCa. Donc actuellement, les cancers concernent 3,8 millions de personnes en France, à savoir actuellement un peu plus de femmes que d'hommes, et c'est quasiment la même chose. Et par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que l'incidence va être un peu plus importante chez les hommes et femmes. Et que l'âge médian du diagnostic va être à peu près le même, c'est-à-dire entre 67 et 68. Ensuite, là, on voit un petit peu que chez les hommes, finalement, le cancer le plus fréquent va être au niveau du cancer de la prostate, qui diminue de manière importante, un petit peu en tout cas, comme tous les cancers. Et chez la femme, ce sont les cancers du sein qui sont la première cause de cancer. Concernant le nombre de décès, par contre, on voit que hommes et femmes confondus, c'est le cancer du poumon qui est le plus meurtrier. Juste, je voulais vous faire un petit focus sur les femmes, parce que on voit que l'incidence diminue légèrement chez les hommes, tandis qu'elle augmente un petit peu chez les femmes. Et entre autres, je vous ai remis l'exemple du cancer du poumon, qui a tendance à
diminué un petit peu chez les hommes, par contre, qui est à plus de 5% par an chez les femmes. Et cela est en lien direct avec la consommation de tabac, puisqu'effectivement, les femmes se sont mises à fumer de manière un peu plus tardive et du coup, vu qu'un cancer met une dizaine d'années à se développer, on voit les conséquences maintenant. Concernant les facteurs de risque du cancer, on a 4 principaux: l'alimentation déséquilibrée, le surpoids et l'obésité, l'alcool. Et on voit bien que le tabac est responsable d'au moins 17 localisations de cancer dans, dans la population. C'est bien connu que le tabac est bien un facteur de risque du poumon, des cancers ORL et de l'AVC. Donc le tabac est un facteur de risque important. On sait que la fumée de cigarette va contenir au moins 69 substances cancérigènes. Toutes n'ont pas pu être étudiées puisque, comme vous le savez probablement, il y a plus de 4000 substances dans la fumée de cigarette. Et donc, du coup, c'est un petit peu compliqué de toutes les étudier. Toutefois, il y en a au moins 69 qui sont cancérigènes. Ce n'est pas le cas de la nicotine. Je voulais vous présenter ces diagrammes-là pour bien vous représenter que finalement, la consommation, en tout cas, de cigarettes chez les hommes et chez les femmes est vraiment superposable à la mortalité provoquée par les cancers du poumon. Donc, il y a vraiment une corrélation entre les patients fumeurs, entre le tabac en tout cas, et les décès par cancer du poumon. Ce qui se passe aussi, c'est que, donc là, on a vu que c'était un facteur de risque de différents cancers, mais en fait, le tabac, ça va aussi avoir un impact sur les traitements oncologiques. Alors, les traitements oncologiques, il y en a plusieurs. Il y a la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie et thérapie ciblée, et aussi l'immunothérapie. En fait, ce qui se passe, c'est que la chirurgie va permettre finalement de guérir le patient quand on peut enlever le cancer. Ça va vraiment guérir le patient. Et en fait, le fait de continuer à fumer, ça va vraiment augmenter les risques de complications périopératoires. On va augmenter les complications respiratoires. On va aussi avoir un retard de cicatrisation. Tout ça va engendrer une augmentation de la durée d'hospitalisation. Et aussi, on augmente le besoin en antalgique. D'ailleurs, lorsqu'une chirurgie est programmée, ça au sens général, on préconise plutôt un arrêt du tabac entre 4 à 6 semaines avant une chirurgie. Concernant la radiothérapie, en fait, le mécanisme serait dû à une hypoxie tissulaire qui réduirait en fait l'efficacité du traitement déjà. Et par ailleurs, ça va augmenter le risque de complications. Ça a été validé on peut observer dans les cancers du col de l'utérus, les cancers ORL, du sein, etc. Il va y avoir plus de réactions cutanées, plus de complications vocales, plus de fibrose pulmonaire, une nécrose aussi au niveau des tissus mous et osseux, et puis une perte de goût avec l'apparition plus importante de mucite, ce qui peut vraiment c'est vraiment les champignons dans la bouche qui peuvent être vraiment très délétères pour la poursuite des traitements, puisqu'on sait que si la mucite est maltraitée, en tout cas, on va diminuer ses apports. Du coup, le patient va perdre du poids, ce qui va nous demander des fois d'adapter derrière des traitements autres systémiques et même des fois d'arrêter les traitements. Donc, il y a vraiment un impact aussi sur la survie. Et ensuite, concernant la chimiothérapie et les thérapies ciblées, en fait, il y aurait plusieurs actions. Ça réduirait l'efficacité de certaines molécules, ça augmenterait aussi la chimiorésistance, ça aurait aussi un effet stimulant sur l'angiogénèse. Donc, c'est vraiment la cellule cancéreuse, elle a besoin de créer ses vaisseaux, en fait, son système vasculaire pour pouvoir continuer à proliférer. Et du coup, le tabac aurait un effet stimulant sur ces voies de prolifération. Ça aussi, ça exacerberait les effets secondaires de certains traitements, surtout les nausées et les douleurs liées au traitement, qui vont être plus fréquents et on arriverait à moins bien soulager, en tout cas, par les médicaments qu'on utilise actuellement. Par ailleurs, donc ça, on a vu que c'était vraiment sur les traitements, mais ça va aussi impacter la qualité de vie de ces patients en diminuant le performance statut. Donc nous, c'est une échelle qu'on utilise de 0 à 4 pour voir l'autonomie en fait du patient.
ça va augmenter, alors le processus physiopathologique n'est pas très bien connu, mais ça va augmenter en tout cas les douleurs ressenties par le patient. Ça va diminuer du coup le fonctionnement physique, social, la santé émotionnelle, la vitalité, la santé générale. Il y a vraiment un impact aussi sur l'anxiété. Et on sait que plus l'arrêt est ancien et meilleurs vont être les scores de qualité de vie. Tout ça, ça a été validé, enfin en tout cas vérifié pour les cancers du côlon, de l'endomètre, les cancers ORL, le cancer pulmonaire et donc, il y a, comme vous pouvez imaginer, il y a vraiment un intérêt à l'arrêt du tabac chez ces patients-là, puisque ça va permettre d'améliorer en fait le pronostic des patients et ça va aussi réduire les risques de deuxième cancer primitif. On va améliorer la qualité de vie et puis du coup, il y aura aussi une meilleure tolérance des traitements. Concernant un peu plus le cancer du poumon, il va vraiment y avoir un impact sur la mortalité, puisque l'arrêt en fait du tabac après un diagnostic de cancer du poumon va être associé à une médiane de survie de 9 à 11 mois. Et quand même, il y a des choses qui sont assez intéressantes à retenir, c'est que s'il y a un arrêt vers 30 ans à peu près, on gagne quand même 10 ans de gain en espérance de vie, vers 40 ans, 7 ans, vers 50 ans, 4 ans, et vers 60 ans, 1 an. Même si on arrête un petit peu tard, il y a quand même toujours un gain en espérance de vie. Donc, par rapport au cancer, vraiment, l'intérêt de l'arrêt va être pour tous, et qu'importe le stade du cancer et le projet thérapeutique. Donc, moi, je vous parlerai un peu plus du cancer du poumon, puisque c'est ce que je trouve un peu mieux. Il faut savoir quand même qu'au moment du diagnostic, il y a plus de la moitié des cancers du poumon qui sont déjà métastatiques. Et on voit quand même que l'influence du tabac va agir sur la douleur, comme on a pu voir, et l'anxiété, qui sont les deux symptômes les plus décrits, en tout cas, par les patients atteints d'un cancer du poumon, qui, nous, on prend en charge de manière importante dans les soins palliatifs, et que même si ces patients sont quand même en traitement, ça reste des traitements cliniques palliatifs, et donc, même pour les patients exclusivement, on va dire, en soins palliatifs, il y a un intérêt à la. Après, ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est que l'annonce d'un cancer ou d'hospitalisation, c'est ce qu'on appelle un teachable moment, c'est-à-dire que le patient va pouvoir, ça va faire un choc et il va aussi réfléchir à sa consommation de tabac. Au moment du diagnostic de cancer, toute localisation confondue, il y a quand même 20% de fumeurs actifs. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 2 tiers des patients qui continuent à fumer après l'annonce d'un cancer, qui traduit vraiment une forte addiction en fait de ces patients-là au tabac. Ensuite, on observe grâce à ce tableau que finalement les cancers dont on sait dans la population générale qui sont liés au tabac, c'est un facteur de risque en tout cas avéré, ces personnes atteintes de ces pathologies-là, donc poumon, cancer ORL, le rein, la vessie, vont avoir tendance à plus arrêter de fumer que les patients atteints d'un cancer où c'est en tout cas moins connu que le tabac est un facteur de risque. Or, nous avons vu précédemment que c'était responsable d'au moins 17 localisations de cancer, enfin un facteur de risque d'au moins 17 localisations de cancer. Donc, il y a déjà des fausses croyances au niveau des patients. Par ailleurs, il y a aussi des freins au sevrage tabagique du côté des professionnels de santé. Comme on voit là, en fait, il y a 51% des professionnels de santé, en tout cas plus de 50%, plus de la moitié, qui trouvent que le tabac va apporter en fait du réconfort pour les patients et que c'est pas utile en fait. Enfin, il y a un certain pourcentage aussi qui c'est pas utile pour le patient qui est déjà atteint par un cancer. Donc pareil, il y a aussi des fausses idées du point de vue des professionnels de santé. Et il y a des caractéristiques en fait pour lesquelles les professionnels de santé abordent moins souvent la problématique du tabac et particulièrement le mauvais pronostic du patient. Or, on a vu précédemment que même sur les patients en soins palliatifs, il y avait vraiment un réel intérêt pour améliorer leur qualité de vie et même au niveau de la mortalité et pour éviter les deuxièmes cancers, etc., sur ces patients déjà métastatiques. Donc, il y a vraiment des fausses croyances aussi du côté des soignants.
Donc, pour conclure un petit peu sur le sevrage tabagique et cancer, c'est vraiment important en tout cas de pouvoir proposer une aide au sevrage lors du diagnostic du cancer, parce que ça va augmenter les chances d'arrêt. Et puis, il va falloir aussi qu'on travaille sur ces fausses idées qui sont communes finalement aux patients et aux professionnels de santé sur le sevrage tabagique et cancer. Donc, pour conclure sur le cancer et tabac, le sevrage tabagique, c'est vraiment un des traitements du cancer. Donc, si on parle un petit peu plus de manière générale de la prise en charge en fait du sevrage tabagique et des maladies chroniques, il va vraiment être important de repérer en fait ces patients fumeurs et de les prendre en charge le plus précocement possible en dispensant le conseil NIMA, donc on verra un petit peu après une échelle qui peut être intéressante. Pour vous rappeler, les listes des substituts nicotiniques remboursés par la sécurité sociale sont sur le site amélie.fr, donc pas hésiter à prescrire les substituts nicotiniques à vos patients. Ne pas hésiter à orienter en fait vers une personne formée si besoin et ne pas hésiter à inclure aussi les sevrages tabagiques dans les programmes d'éducation thérapeutique des patients, puisque les programmes d'éducation thérapeutique font en général partie du traitement en fait de toute maladie chronique. Actuellement, le sevrage tabagique, enfin les programmes d'éducation thérapeutique spécifiques au sevrage tabagique, à ma connaissance, il en existe au moins à Montpellier, mais c'est très peu encore en tout cas en France. Et on peut du coup aussi toucher du doigt l'importance de la prévention secondaire, mais aussi de la prévention primaire, et notamment chez les jeunes, puisque comme on a pu le voir, c'est un facteur de risque de toutes les pathologies que nous avons pu détailler ensemble aujourd'hui. Là, je voulais juste vous présenter un petit peu un de l'outil qui a été développé par l'HAS, qui va vous permettre en fait de repérer de manière assez précoce les patients fumeurs, et ce qui va vous permettre en fait finalement de dispenser le conseil NIMA. Donc simplement des conseils d'arrêt, de proposer un accompagnement et de voir aussi si le patient a jamais fumé. Enfin, si vous répond qu'il ne fume pas, de bien vérifier aussi qu'il n'a jamais fumé, vraiment ou pas, et savoir si l'arrêt se passe bien, en tout cas sur ces patients qui ont déjà arrêté. Alors ça, je sais qu'on ne voit pas grand-chose. Toutefois, je vous invite à aller le consulter. Ça a été fait par la RESPAD, et du coup, ça permet de résumer un petit peu, puisqu'on n'aura pas le temps de l'aborder aujourd'hui, mais de voir un petit peu comment repérer et adapter votre intervention, en tout cas au niveau du sevrage tabagique. Donc, pour conclure, les maladies chroniques donc, vont être en augmentation avec le vieillissement de la population. Donc, ça va vraiment concerner de plus en plus de personnes. Le tabagisme, c'est un facteur de risque principal d'apparition de toutes les pathologies qu'on a pu voir, et ça impacte aussi certains traitements, d'où l'intérêt d'un arrêt précoce. L'arrêt du tabac, finalement, on est plus gros, mais en meilleure santé, et c'est un des traitements du cancer. Donc, il y a vraiment un intérêt important à repérer, à aider au sevrage tabagique et d'orienter si besoin, et ne pas oublier la prévention. Merci, Madame Dubeux, pour cette présentation. Donc là, on va vous inviter, donc on va passer au temps d'échange et on va vous inviter à poser vos questions. Alors, je suppose que quand on entend TSN, c'est vraiment plus une question sur la nicotine. Totalement, c'est ce que je viens de préciser. Je pense. Voilà. Oui, voilà, notamment sur la question de la nicotine. Oui, c'est ça. Exactement. Alors en fait, il s'avère que effectivement, il existe quand même un impact de la nicotine, particulièrement aussi chez la femme enceinte. Toutefois, le risque est vraiment diminué par rapport à la nicotine de la cigarette, et du coup, il n'y a aucun risque même à patcher les patients cardiaques, par exemple. Alors, de la BPCO, oui. De l'asthme, c'est aussi un des traitements de l'asthme. Toutefois, c'est moins significatif que pour la BPCO. La BPCO, c'est vraiment la pathologie respiratoire du fumeur, et c'est vraiment le traitement qui fonctionne le mieux. L'asthme, comme on a pu voir, ça va vraiment agir en fait sur l'inflammation. Donc, le fait de continuer à fumer, on provoque de l'inflammation.
donc on aggrave l'asthme, et puis on va vraiment avoir des interactions aussi avec les corticaux inhalés. Du coup, effectivement, oui, c'est un des traitements de l'asthme. Alors, la génétique, déjà. Et on a un métabolisme. En fait, on métabolise différemment la cigarette et la nicotine. Et du coup, on est aussi tendance à être plus addict. Et le sevrage est du coup plus difficile chez les femmes que chez les hommes. On n'est pas tous égaux, malheureusement, face à l'addiction. Alors moi, je suis pas diététicienne. Par contre, ce que nous, en tout cas, on repère beaucoup dans l'équipe, c'est que finalement, quand il y a une prise de poids qui est anormale, c'est probablement que la supplémentation, en tout cas en nicotine par TSN, est pas bonne et pas assez dosée. Donc, en général, on augmente le dosage des patchs, on rajoute des nicopatchs, des choses comme ça. Et ça permet de réguler un petit peu en fait la prise de poids, puisque cette prise de poids va être vraiment la traduction en fait d'un craving, qui est vraiment cette envie impétueuse de consommer la substance. Et en fait, finalement, il va y avoir un transfert d'addiction du tabac vers l'alimentation. Alors, sur la cigarette électronique, c'est vraiment c'est pas considéré comme un substitut recommandé en tout cas. Oui, Il s'est avéré que finalement, il y avait aussi des conséquences au niveau oncologique, en tout cas, il y a etc. Sur le diabète précisément, j'avoue qu'il faudrait que j'aille rechercher un petit peu dans la bibliographie. Je sais que pour le tabac, pour le cancer, c'est vrai, mais par contre, je voudrais pas vous dire de fausses informations sur le diabète particulièrement. Effectivement, enfin, en tout cas, la cigarette électronique, si on peut l'éviter, on l'évite. Nous, on s'en sert beaucoup plus en tout cas moi, je m'en sers beaucoup plus pour la gestuelle. Et du coup, j'invite vraiment le patient à ne pas mettre de nicotine, en fait, dans sa cigarette électronique pour qu'on puisse se supplémenter de manière plus précise, en tout cas, grâce au patch. Comme je vous le rappelle, en fait, ce qui rend addict dans la cigarette, c'est la nicotine. C'est ça. Donc, du coup, effectivement, le fait de mettre de la nicotine dans la cigarette électronique, on favorise le transfert d'addiction. Et malheureusement, alors là, je ne pouvais pas vous parler de tout, mais effectivement, il y a aussi des fausses croyances sur les patchs et avec une méconnaissance en fait des patchs et des gens souvent qui nous disent non mais c'est bon, les patchs, j'ai déjà essayé, ça marche pas. En fait, ça marche pas quand c'est pas au bon dosage. Et du coup, de leur faire comprendre qu'on peut mettre plus d'un patch aussi. Du coup, c'est compliqué des fois de les faire revenir au patch quand ils ont été sur la cigarette électronique, mais effectivement, il faut arriver à casser un petit peu ces idées reçues et à vraiment les inviter à réessayer le patch. Alors ça se fait pas tout seul. Et par contre, voilà, moi en général, ce que je fais, c'est que petit à petit, j'arrive pas forcément toujours du premier coup, mais d'essayer de leur arrêter, en tout cas la nicotine dans la cigarette électronique. Je leur laisse sans nicotine pour qu'ils puissent vraiment garder cette gestuelle et qu'ils puissent dire au revoir aussi un petit peu à cette cigarette électronique en tout cas. Mais l'idée, c'est de vraiment réussir à leur faire passer la nicotine par voie transdermique et non pas par la cigarette électronique. Puisque vraiment, la cigarette électronique, voilà, ça provoque de l'addiction quand il y a de la nicotine dedans. Et on sait que le fait d'inhaler, ça provoque aussi des dégâts au niveau pulmonaire, en tout cas, c'est sûr, et oncologique aussi. Alors, sur le reste des pathologies, je voudrais pas vous dire de bêtises. Et j'avais vu aussi une étude, parce que je vois un petit peu aussi des questions sur le côté. En fait, c'est pas équivalent de fumer du tabac et la cigarette électronique. C'est quand même mieux de fumer une cigarette électronique que du tabac. Il faudrait que je retrouve le papier. Là, j'avoue, je l'ai pas sous les yeux, mais il me semble que j'avais vu une modélisation qui avait été faite où il disait que finalement la cigarette électronique c'était 34 000 fois moins pire que la cigarette. Donc voilà. Donc, en fait, l'impact de l'arrêt du tabac, ça va être le plus précoce, en tout cas sur l'impact des maladies cardiovasculaires, et particulièrement en fait parce que ça provoque aussi une rigidité des vaisseaux, et donc c'est ça qui va être en premier lieu
enfin en tout cas améliorée. La respiration aussi. Alors après, par contre, j'ai pas en tête le temps en termes de jours, en tout cas en tête, mais effectivement, il va y avoir un impact rapide, en tout cas, sur les vaisseaux et au niveau pulmonaire sur la respiration, en tout cas, et sur les coronariens, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut attendre encore 10-15 ans, en tout cas, pour revenir à un risque le même risque que la population générale. Là, moi, j'ai surtout vu sur l'asthme. Là, en tout cas, toutes les études prénatales ont vraiment un impact sur les pathologies pulmonaires. C'est vrai que moi, là, de ce que j'ai pu, en tout cas, regarder en préparant aussi ce topo, c'était surtout sur les pathologies pulmonaires et particulièrement l'asthme. Alors moi, j'ai surtout une expérience au niveau oncologique. Toutefois, à travers les études et les papiers que j'ai pu lire pour préparer aussi, je sais que finalement, en fait, la prise en charge, elle va être semblable dans le sens où il faut qu'elle soit la plus précoce possible. Après, chaque hospitalisation, chaque passage à l'hôpital, en tout cas, etc., et annonce de diagnostic va être vraiment ce qu'on appelle les teachable moments. Et c'est vraiment des moments qu'il faut savoir prendre pour pouvoir débuter un sevrage, en tout cas. Après, on peut débuter un sevrage à n'importe quel moment, mais c'est vrai que sur des pathologies dont on sait que une des causes principales est le tabac, ça va être beaucoup plus simple en fait pour le patient de comprendre l'intérêt du sevrage tabagique, tandis que là, par exemple, sur le lien entre tabac et diabète, par exemple, c'est quelque chose qui est un peu plus récent. Mais ça, j'extrapole peut-être un petit peu, il faudrait regarder bien dans les écrits, mais que probablement que ce sera peut-être plus difficile d'amener le patient à comprendre qu'il faut aussi, qu'il y a vraiment un intérêt à se sevrer au niveau du tabac et ne pas se focaliser que sur le poids. Et oui, effectivement, l'entretien motivationnel fonctionne bien. Quand j'avais fait mon DU de tabaco, c'est des choses qui m'avaient assez étonnée en fait. Alors, moi, ça passe par l'information, beaucoup, d'expliquer aux professionnels avec lesquels je travaille, d'aller faire des interventions très courtes auprès des équipes paramédicales, médicales aussi. Là, ces derniers temps, je suis pas mal intervenue aussi auprès des IFSI ou même des IFAS, des instituts de formation pour les aides-soignantes et pour les infirmiers, parce que je trouve, en tout cas, c'est mon avis personnel, en tout cas, sur la formation, en tout cas, infirmière, qui est celle que je connais le plus. C'est vrai qu'on a très peu de connaissances sur le sevrage tabagique, alors que, comme on a pu le voir encore aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental sur la prise en charge de la plupart des patients qu'on va pouvoir rencontrer. Et moi-même, qui ai travaillé, avant d'être infirmière en pratique avancée, j'ai travaillé en oncologie thoracique pour les diagnostics, etc. J'ai la chance aussi de baigner dans un milieu où j'ai quand même des personnes qui travaillent dans l'addiction, des personnes qui sont qui sont pneumologues, etc. Et en fait, moi-même qui étais censée être sensibilisée à ce genre de choses, j'avais des idées reçues et des mauvaises pratiques, en tout cas, sur les patients que je prenais en charge avant de faire le DU, etc. Donc, vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est de communiquer autour de vous, d'en parler, de vous appuyer sur des écrits scientifiques et de continuer à communiquer, Alors, c'est pas une question facile. En fait, moi, je travaille en hôpital de jour pour de la validation de traitement de chimiothérapie, d'immunothérapie, etc. Et en fait, donc nous, on a pris le parti de ne pas faire revenir les patients en plus pour un sevrage tabagique ou ensuite sevrage tabagique à l'hôpital. Je les vois en fait lors de leur venue en hôpital de jour, sachant que sur les protocoles de traitement sur le cancer du poumon, ils peuvent venir à l'hôpital toutes les semaines, comme ils peuvent venir jusqu'à maximum toutes les 6 semaines. Donc moi, ces patients-là sont identifiés, je les vois de manière régulière. Ça peut être à leur demande ou en tout cas après selon les suivis, je les vois ou tous les 15 jours ou après tous les mois ou selon quand ils viennent.
Et sur l'ambivalence, c'est pas une question facile parce que j'ai beaucoup de patients, en tout cas alors il y a des patients, ça se passe très très bien. Ils commencent leur traitement ou même on leur a pas trop parlé. Le fait de ne pas avoir à revenir à l'hôpital en plus et de se connaître, parce qu'il y a une relation de confiance qui se crée avec une alliance thérapeutique au fur et à mesure aussi de leur venue, etc. Donc ça joue aussi pas mal. On arrive à faire évoluer les pratiques. Il y a aussi quelque chose qui fonctionne bien, c'est que nous, sur l'hôpital de jour, on a des chambres seules, des chambres doubles, mais on a aussi des chambres triples et des chambres à 4 lits. Et quelquefois, les patients, souvent en tout cas, quand ils sont dans des chambres à plusieurs, ils vont discuter entre eux et partager leurs expériences. Et du coup, ça va permettre aussi certaines fois de provoquer un déclic chez certaines personnes qui ne souhaitaient pas débuter un sevrage. Après, nous, sur la population, en tout cas des patients atteints d'un cancer pulmonaire, on a aussi des patients qui sont polyaddicts. Dans ces cas-là, moi, je suis tabacologue et je suis infirmière en pratique avancée, mais je suis pas du tout ni addictologue, ni psychiatre, voilà. Donc, dans ces cas-là, moi, je réoriente le patient quand il y a une polyaddiction, en tout cas chez l'addictologue avec qui on travaille. Donc ça, c'est aussi une première chose. Et après, c'est le conseil minima. En fait, on le sait, si le patient ne souhaite pas arrêter de fumer, on peut rien faire. À part le braquer et casser complètement la relation, on va pas arriver à faire quelque chose. Donc du coup, à chaque fois que je le vois, je demande s'il a décidé d'arrêter de fumer ou pas. Je lui fais savoir que je suis disponible si besoin. En discutant avec les patients à côté, des fois, ils reposent des questions, etc. Mais c'est vrai que c'est pour ça que moi, j'avais été assez intéressée par c'est le programme STAR qui est développé, en tout cas, sur l'Université de Montpellier, de programme d'éducation thérapeutique vraiment spécifique aux patients tabagiques. Et je pense que ça serait intéressant de pouvoir plus développer ça, en tout cas. Mais voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, on va conclure ce webinaire. D'ici la fin, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à intervenir. Madame Dubu, nous vous remercions pour cette intervention qui, j'espère, aura répondu aux attentes des participants. On vous remercie tous, en tout cas, d'avoir participé à ce webinaire. Ensuite, voilà, comme on l'avait dit, ce webinaire fait partie d'une série de plusieurs webinaires. Donc, il y en a encore 4 qui sont à venir, dont le prochain, comme l'a dit Madame Dubu en introduction, portera sur le tabac et santé mentale. Ensuite, on aura 3 autres webinaires sur le sevrage en situation de coaddiction, sur les compétences psychosociales et enfin sur la mise en place d'une action de prévention dans le cadre de la campagne Moi sans tabac. Donc là, on sera plus sur un petit peu l'aspect méthodologie de comment mettre en place des actions sur le terrain dans le cadre du Moi sans tabac. Et puis enfin, pour les acteurs ici présents qui ont mis en place des actions Moi sans tabac, au mois de novembre dernier, on vous invite à les renseigner sur la base Oscar Moi sans tabac. Donc normalement, dans la dernière lettre d'information, on vous a mis tous les guides pour pouvoir enregistrer votre action. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est très important pour nous parce que déjà ça nous permet de mettre en valeur vos actions et votre mobilisation sur la région PACA pour cette campagne et puis ça permet également à Santé publique France de pouvoir faire leur bilan national et de pouvoir mettre en valeur donc la mobilisation de l'ensemble des acteurs. Donc n'hésitez pas, et si vous rencontrez des difficultés sur la base Oscar, n'hésitez pas à me contacter ou alors à contacter notre collègue Nathalie Cornec. Normalement, il y a eu aussi une adresse mail sur l'ensemble des guides pour qui assure, on va dire, la hotline pour des difficultés rencontrées. Eh bien, je pense que je vous ai tout dit. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous rendre aussi sur notre chaîne YouTube où vous retrouverez les replays de tous les webinaires qu'on a mis en place depuis 2 ans. Et donc pour les webinaires également de cette année qui seront mis en ligne. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, on vous remercie encore une fois pour votre participation. Et puis, on vous dit au prochain webinaire ou à notre prochaine réunion régionale. Et puis encore merci, Madame Dubu, pour votre intervention.